Bienvenue au podcast L'école augmentée, enseignants supprimés, avec bien évidemment un point d'interrogation. Pour cet épisode, nous allons parler de comment l'IA va-t-elle influencer l'enseignement et surtout le métier des enseignants. Est-ce que l'IA va-t-elle remplacer les enseignants? Est-ce qu'elle va les augmenter? Lesquels des enseignants seront le plus impactés par l'IA? À quel niveau? Et donc, on va faire une réflexion assez approfondie, détaillée, sans aller dans des schémas de soit faire peur par rapport à l'IA ou encore dire que tout va se passer comme avant, parce qu'effectivement, on est vraiment à l'aube d'une transformation technologique qui va changer radicalement le métier de l'enseignement. Donc, on va euh, poser ces questions-là et on va répondre à ces questions de manière équilibrée, tout en sachant ce qui pourrait à 100% changer et ce qui va être tout simplement amélioré par l'intelligence artificielle. Donc je vous dis à tout de suite. Alors situons d'abord nous dans le contexte actuel. On est au mois d'avril 2026. Il faut maintenant préciser les dates parce que ça change très très vite. À peu près un an et demi, quand le premier chatbot ChatGPT a été lancé, je me rappelle, je suivais vraiment l'actualité et ce qui se passait en même temps au niveau de l'éducation. Il y avait principalement des universités américaines, notamment Harvard et je pense l'université de Columbia, en tout cas quelques universités assez réputées, qui avaient déclaré avoir bloqué l'accès à ChatGPT, au site donc, de ChatGPT. Et puis, il y avait des États qui discutaient le fait de devoir bloquer ChatGPT pour certaines catégories d'âge ou pour certains élèves. Bah, ça a duré quelques semaines et puis on est revenu au cas, on n'a même pas eu le temps de mettre en place ces restrictions parce que c'est des sites qui peuvent être consultés un peu partout et puis l'avalanche du développement de ces outils et l'usage de ces outils et d'autres sites qui ont pris ces outils-là pour pouvoir les utiliser était d'une vitesse et d'une propagation qu'on n'avait même plus le temps de réfléchir ou de savoir qu'est-ce qui pouvait être fait ou pas fait. Bien évidemment, après, il y a eu des tentatives de dire voilà les textes, les solutions ou en tout cas les thèses écrites par l'intelligence artificielle. On allait avoir des marqueurs pour pouvoir les distinguer de ce qui a été écrit par un être humain. Même ChatGPT avait fait une promesse de sortir un outil qui permettrait de détecter donc les écritures faites par l'IA. Ça n'a pas abouti, ce n'était pas du tout possible et parce que l'IA, elle avance, ces entreprises essaient de produire des modèles toujours plus performants, plus efficaces, plus humains et donc toujours pour remplacer l'activité humaine à travers plusieurs métiers. Et donc, ils sont revenus sur cette décision et puis aujourd'hui, le champ est c'est libre, vide et l'IA continue à se développer. Aujourd'hui, on parle de l'IA robotisée. Donc là, on va voir très bientôt des robots qui vont apparaître chez nous. Donc, que ce soit sous forme donc, de machines stationnaires qui sera là un peu comme à la Cyril qui va être là, qui va être posée, qui va discuter avec nous, ou des robots qui vont bouger et donc qui vont entreprendre plusieurs activités du domicile. Et parmi ces activités, ça va être effectivement l'enseignement, au moins les deux devoirs, et ça a déjà commencé. Beaucoup de parents donc, donnent le téléphone, la tablette et laissent l'accès à leurs enfants pour utiliser ChatGPT, aujourd'hui Claude ou Gemini, pour résoudre les devoirs et ainsi de suite. Je le fais aussi, donc mes enfants consultent ChatGPT quand ils ont des questions ou parfois pour faire certains devoirs. On ne peut plus arrêter ou de se dire que c'est juste un phénomène qui passe. Beaucoup d'enseignants également utilisent donc l'intelligence artificielle parce que quand on l'utilise une seule fois, c'est un peu comme la calculette. Donc, quand on utilise la calculatrice pour la première fois et on voit que ça enlève une grande tâche et que ça permet de faire même plus
en calculant plus vite, plus rapidement, plus efficacement, et surtout ça permet d'éviter les erreurs, eh bien on découvre que voilà, c'est une machine qui devient indispensable et qui rentre dans notre quotidien assez rapidement et de manière assez agressive. Donc la question est-ce qu'on va utiliser l'IA ou pas ne se pose plus. Est-ce que l'IA va concurrencer l'enseignement? Sûr et certain, étant donné que c'est une activité. Donc, d'ailleurs, on avait dit ça au début, mais après on a arrêté. On avait dit que une des premières choses, d'ailleurs, les fondateurs de ChatGPT avaient dit ça au début, Sam Altman le disait, qu'une des premières choses qui va remplacer, enfin les premiers métiers qui seront remplacés par l'IA, ça va être l'enseignement et la thérapie ou le coaching. Il n'avait pas tort en disant ça, mais ce n'était pas vrai à 100%. Et là, aujourd'hui, on va nuancer tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, pourquoi il a évoqué ces deux métiers? Parce qu'en fait, c'est des métiers basés sur la parole, qui sont basés sur le verbe, sur le texte, sur le parler. Et les modèles de ChatGPT et de Claude aujourd'hui, donc les modèles IA que nous avons, c'est des LLM, donc c'est des modèles construits sur le langage. Donc c'est des robots parlants, c'est des robots qui maîtrisent le langage, qui parlent bien. C'est d'ailleurs, ils n'ont pas de conscience, c'est des robots qui utilisent statistiquement les mots et qui ont appris tout ce que les humains ont écrit jusqu'à aujourd'hui. Ils arrivent donc à parler de manière élégante, efficace, perspicace et surtout, ils arrivent à parler de la bonne façon à la bonne personne. Rien que récemment, j'ai fait le test. Donc, ChatGPT, quand je lui parle, il me répond d'une certaine façon. Quand je le passe dans la même discussion, quand je le passe à mon enfant, eh bien, quand il écoute la voix de l'enfant, il répond de manière différente. Il adapte le temps, il adapte le discours, les mots, le vocabulaire pour un enfant donc de 6 ans. Du coup, on est face à une machine qui va remplacer pas l'enseignant, mais quelques activités de l'enseignement et on va vraiment aller dans le détail. Alors, on est vraiment, il faut pas avoir peur parce que on est vraiment à l'aube d'une technologie qui va changer beaucoup de choses, améliorer beaucoup de choses et supprimer beaucoup de choses. C'est vraiment le moment où la calculatrice ou la calculette est née pour les comptables. À l'époque, les comptables se vantaient de pouvoir faire beaucoup de calculs mentaux. Les meilleurs comptables étaient ceux qui faisaient le plus de calculs mentaux possible ou qui arrivaient à faire des calculs très vite avec un stylo sur une feuille, qui pouvaient faire des calculs avec le moins d'erreurs possible. Et quand la calculatrice est venue, on s'est dit, tiens, bah ça y est, ça calcule mieux, ça calcule plus vite, on n'a plus besoin de comptable. En fait, non, c'est juste que le métier de comptabilité a évolué, ou les métiers des banquiers, par exemple. À une époque aussi, les banquiers, je me rappelle même moi, dans les années 80, les banquiers se vantaient de calculer vite, de faire beaucoup de calculs mentaux. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Il y avait une deuxième révolution que nous, on n'a pas vu passer, mais surtout dans ces métiers de calcul, euh, c'est l'avènement de l'Excel. Quand le tableau Excel est venu, donc Excel qui faisait des calculs et en même temps il fait des tableaux et des écritures et qui permet de carrément créer des logiciels assez vite et faire des rassemblements, des distributions, des choses extraordinaires. Si vous avez déjà utilisé Excel, vous avez certainement vu les capacités de cette machine, le tableau Excel. Eh bien, pareil, quand c'est arrivé, on s'est dit, ça y est, on n'a plus besoin même d'écrire sur un tableau, on n'a même plus besoin de ces fameux registres, on n'a même plus besoin de noter, etc. Ça y est, Excel fera tout et peut-être que Excel remplacera les comptables et que dans les entreprises ou dans les endroits où on aura besoin de faire des calculs, un Excel pourra tout faire. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, ça a juste amélioré le travail des comptables et ça l'a complexifié. Et bien sûr, ça l'a encore alourdi avec le temps parce que aussi les exigences, les demandes de calcul, de moyenne, etc., de somme et donc de tout ce qui se passe, tout ce qu'on voudrait avoir, tout ce qui se passe dans le monde donc de l'entreprise, c'est complexifié. On est à la même époque, mais cette fois-ci, la révolution n'est pas dans les domaines des calculs, donc ce n'est pas une calculatrice et ce n'est pas un tableau Excel. On est dans une révolution, mais dans une révolution textuelle.
Cette révolution a déjà commencé avec un outil qui s'appelle Word. Quand Word est arrivé, donc le fameux outil donc, de traitement de texte, je ne pense pas qu'il y a des concurrents, mais quand Word est arrivé, je me rappelle quand c'est arrivé, c'était la révolution aussi. Voilà, on a un espace dans lequel on peut écrire. Ça permet de faire du traitement de texte facilement, donc on n'a plus besoin d'écrire, de soigner son écriture ou d'écrire à la dactylographie. Donc il y avait déjà la dactylographie, je ne sais pas comment c'est de là, mais déjà il y avait des supports dactylographiques, donc on avait le même format de lettres, la même mise en page, et quand il y avait une erreur, il fallait jeter la feuille ou de reprendre, de retaper sur une feuille. Quand on a eu Excel, quand on a eu Word, pardon, c'était la révolution. Pourquoi? Parce que ça y est, on a maintenant en quelques clics avant d'imprimer la feuille. Je me rappelle quand moi je jouais au Word, vous l'avez tous fait, on a des formats de lettres, on peut écrire en grand, petit, plusieurs typos, plusieurs tailles. C'était juste fabuleux et on pouvait tout corriger, tout soigner avant d'imprimer. Donc on avait finalement le rendu final qui était extraordinaire. Donc ça aussi, quand Word est arrivé, il fallait jeter les machines de dactylographie. Donc toutes ces personnes qui, euh, qui se sont entraînées à taper sur une machine à écrire se, se voyaient peut-être leur métier être menacé, mais en fait, le métier d'écrivain public, etc., ça n'a pas changé. Au contraire, ils ont tous un PC, ils existent toujours, peut-être leur activité a changé certainement. Et puis, on a eu d'autres révolutions au sein de cette machine. On a eu le correcteur automatique qui corrige les fautes d'orthographe. Donc, quand on écrit sur Excel, on pouvait se faire corriger, on pouvait sortir, enfin sur Word. Donc, quand on écrivait sur Word, on pouvait corriger son texte et le sortir pratiquement avec zéro faute d'orthographe. Et c'était une des seules révolutions textuelles. C'est resté pendant quelques 2-3 décennies maintenant. Et, et là, on a une révolution textuelle, donc qui touche au verbe, au texte, comme Excel a touché et a transformé le monde du chiffre et du calcul, des tableaux et du rapport avec les numéros et les chiffres, etc. On a une autre révolution. La révolution qu'on a aujourd'hui, c'est une révolution textuelle. Donc, l'effet du LLM, donc des modèles de langage qui existent aujourd'hui, aura le même effet, de manière bien sûr différente, mais le même effet qu'a eu le tableau Excel sur tous les métiers qui utilisaient les calculs, que ce soit l'ingénierie, les comptables, les, euh, donc, les scientifiques, les entreprises qui faisaient appel à des calculs. Donc, toutes les activités qui étaient amenées à utiliser les calculs et les tableaux ont vu leur travail changer avec l'avènement d'Excel, en sachant qu'Excel restait quand même un outil passif. Là, la double révolution, c'est que nous avons un outil textuel révolutionnaire donc, qui répond et qui traite les textes, qui répond aux questions, etc. On avait un peu ça avec Google, mais la deuxième couche, pour ça c'est une révolution qui est assez troublante, c'est que nous avons maintenant une machine qui n'est pas passive, c'est une machine qui est active, donc qui en même temps parle, s'adapte, euh, fait ce qu'on demande, s'adapte à nos demandes, nous écoute, etc. Donc c'est une machine active. Quand Excel est arrivé, c'était quand même un tableau passif. Donc il ne faisait rien, sinon on ne venait pas écrire, faire les calculs, etc. Imaginez ça à l'époque, Excel venait avec un agent au sein d'Excel qui parlait. On avait fait tout ça, il y avait des options d'aide, etc. Mais ce n'était pas aussi dynamique et aussi agressif en termes de proactivité, de prise en main de la discussion. Aujourd'hui, donc, on a une révolution d'une machine qui élabore le texte, la connaissance, qui la digère, qui la donne bien faite, bien, enfin, avec des hallucinations et encore des problèmes, mais ça s'améliore de jour en jour et ça, tout le monde l'a constaté. Mais en même temps, c'est une machine qui réagit, qui s'adapte, qui est très flexible, donc qui se modélise à notre façon de vouloir donc
avoir la connaissance. Du coup, tous les métiers qui utilisent le verbe, qui utilisent le langage comme substrat ou comme moyen de travail, eh bien, se verront leur métier modifié, transformé, où il y aura des choses supprimées, des choses qui vont se rajouter. Donc, effectivement, il n'y a pas que les enseignants, il y aura les enseignants, les thérapeutes, on parle aussi d'avocats. Donc, les avocats, on a aussi parlé beaucoup du fait que l'IA va remplacer les avocats, mais en fait, non, elle va révolutionner sur le métier, parce que le métier d'avocat, c'est un métier de verbe, de texte, de formulation, de droit, donc c'est aussi un substrat qui est basé sur le texte, comme ça a été le cas pour les chiffres. Les médecins aussi, en termes donc, de diagnostic, en termes de recherche donc, de tel type de maladie, etc. Parce que ça aussi, c'est du texte, c'est du contenu, c'est de la lecture. Euh, et est-ce qu'il y a d'autres métiers? Bien sûr, tout ce qui est traduction, écrivain, avec toutes les variantes, donc ce métier-là, le journalisme, c'est déjà le cas. Donc, tous les métiers artistiques, pareil, les scénaristes, écriture de vidéos, etc. Avec aussi l'avènement de la technologie aujourd'hui de création de vidéos, qui elle aussi est en train de chambouler les métiers de l'image et les métiers de la vidéo, mais ce n'est pas notre sujet. Mais donc, il y aura donc certainement un grand changement dans le milieu de l'enseignement. On n'en parle pas malheureusement beaucoup, mais ça va venir d'un coup, ça va être très agressif. Et pareil, comme pour Excel, il y a eu des gens qui se sont adaptés à cette machine et donc ils ont pu continuer leur travail et s'améliorer. Et puis il y aura des gens malheureusement qui n'auront pas cette flexibilité, cette possibilité d'adaptation. Et par choix ou par obligation, ils vont se voir euh, être éliminés ou qui, eux, vont quitter tout simplement cette profession. Alors maintenant, allons dans la nuance et analysons quel genre d'impact aura l'IA ou est en train d'avoir l'IA sur l'enseignement. Bien sûr, ça va nous amener aussi à parler donc du rapport de l'enseignant avec l'élève, et ça, on va lui consacrer une autre vidéo ou à un autre épisode. Donc, parlons maintenant, tout d'abord donc parlons maintenant déjà avant de parler donc de l'impact de l'IA, parlons des différents types d'enseignement et d'enseignants et quel genre d'enseignant va être touché ou pas, donc pour qu'on soit vraiment dans le détail. Alors, quand on parle d'enseignement, il faut déjà qu'on distingue les différentes phases de l'enseignement parce qu'il n'y a pas une seule. Donc, l'enseignement commence tout d'abord, selon les pays, mais il commence tout d'abord, bien évidemment, par la maternelle, puis on a l'enseignement donc, primaire, et puis on a l'enseignement au collège, et puis on a l'enseignement au lycée, et puis on a l'enseignement supérieur avec ses différentes branches et ses différentes disciplines, etc. Donc, quand on parle de maternelle, eh bien, déjà, quand on parle de ces différents types d'enseignement, euh, quel que soit le niveau, il y a toujours deux types majoritairement d'enseignement. Il y a un type d'enseignement qui enseigne de faire, donc qui enseigne une pratique. Et je vais vous donner des exemples. Il y a des enseignements ou des classes ou des matières où on a de la connaissance. Bien sûr, c'est pas distinct à 100%, mais souvent, quand on va apprendre les mathématiques, eh bien, on va prendre très peu de connaissances, quelques règles, on va les comprendre, quelques théorèmes, et puis on ira directement vers la pratique. En médecine, on va prendre beaucoup de connaissances au début théoriques et puis on ira vers la pratique. Dans les langues, on aura de la pratique au début, on va apprendre à créer. On va déjà avoir un peu de connaissances, qu'est-ce qu'un verbe, qu'est-ce qu'une phrase verbale, nominale, etc. Et puis on va aller vers la pratique principalement. Quand on ira vers l'histoire géo, ben, on ira beaucoup plus vers de la connaissance, on sera plus vers la connaissance. Et puis, il y a des années qui sont très orientées pratiques. Par exemple, la maternelle et le primaire, c'est des années
où il y a une prédominance d'un enseignement pratico-pratique. En maternelle, on apprend à pratiquer la langue, à pratiquer le calcul, les mathématiques, à distinguer les formes. Et donc, les enfants de maternelle, on leur apprend un peu de la théorie, un peu de connaissances, un peu de culture générale, mais on les fait faire. Donc, on les fait faire, on les fait dessiner, ensuite on leur apprend à déchiffrer, à écrire, etc. Et quasiment tout le primaire, une bonne partie du primaire est orientée donc pratique jusqu'aux dernières années du primaire. On commence à avoir des matières comme l'histoire géo, etc. On commence à avoir des enfants qui sont capables de, d'emmagasiner de la connaissance. Quand on va vers le collège et le lycée, donc c'est assez distinct, encore ça dépend des spécialités. Donc quand on est vers des spécialités beaucoup plus scientifiques, en tout cas les matières scientifiques sont pratico-pratiques et les matières littéraires donc sont liées à la connaissance. Et dans le supérieur, pareil, ça dépend des spécialités. On peut avoir des spécialités où on a le plus, plus de connaissances, donc il faut magasiner beaucoup de connaissances donc de l'information, bien évidemment une connaissance organisée, structurée. Il faut reproduire cette connaissance, donc c'est là où il y a un peu de pratique dans la reproduction de cette connaissance, mais à la base, on est là, on rédige beaucoup, on écoute, on prend des notes et on a des pages et des pages et donc, de contenu. Quand on sort de la classe, on doit apprendre tout ce contenu par cœur. Il faut vraiment faire cette distinction. Et puis, on a des classes où le prof explique un petit peu et puis passe son temps à pratiquer, à corriger un problème, à illustrer comment on corrige. Et puis quand on quitte cette classe, on a très peu de feuilles de cours, mais beaucoup de problèmes, beaucoup d'exercices. Et donc on doit aller s'entraîner à faire, refaire, refaire. Donc c'est de la pratico-pratique. Et même dans les métiers. Donc quand on va dans le supérieur, quand c'est des métiers très pratico-pratiques, donc mécanique, plomberie, peinture, etc. Donc on aura très peu de connaissances théoriques, on apprend ce que c'est que ceci, cela, les noms, etc. Et puis, bon, on y va, on va commencer à pratiquer. Et puis, on a, je ne sais pas, quand on va aller vers le droit, donc on a beaucoup d'années, on aura beaucoup de connaissances et un peu de pratique vers la fin, comment on va donc défendre un cas, etc. Comment on va se défendre, comment on rédige un article ou un document pour le tribunal et tout ça. Et la médecine, c'est un peu moitié-moitié. Donc, on a une partie où on a beaucoup de connaissances et une autre partie, c'est la pratique. Pilote d'avion, par exemple, c'est un peu de connaissances théoriques, mais beaucoup de pratique et ainsi de suite. Mais en tout cas, on a un des deux. Soit j'emmagasine de la connaissance, soit je dois faire après la pratique. C'est soit une pratique très physique, physico-physique, vraiment qui nécessite un usage du corps de manière assez globale, ou des fois c'est de la pratique où j'utilise mes doigts, etc. Donc, mais en tout cas, ça ne sort pas de ces deux tendances. Et puis dans la pratique, dans l'enseignement en général, il faut aussi faire cette distinction. On a donc deux types de pratiques et deux types de connaissances à chaque fois. On a de la pratique ou de la connaissance basique, donc qui est nécessaire et qui est souvent euh, introductive. Euh, Par exemple, quand apprendre à lire, à écrire, j'ai une pratique basique. Je dois apprendre à lire chaque lettre, rassembler les lettres, lire un mot, lire une phrase, déchiffrer, ensuite comprendre le sens de la phrase. Et donc ça, c'est du basique. Ensuite, lire dans la connaissance, la même chose. Je veux apprendre une langue en particulier, donc je dois apprendre qu'est-ce qu'un verbe, la fonction des certains éléments de la langue. Si je veux apprendre de la philosophie, pareil, même si c'est de la connaissance, mais je dois avoir quelqu'un qui m'introduit aux bases de la philosophie, le questionnement philosophique, qu'est-ce que la philosophie, etc. Donc, il y a toujours un socle de base qui permet donc d'être initié. On peut dire que c'est une pratique connaissance euh, 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 basique qui permet l'initiation. Donc, qui permet en tout cas l'initiation. Donc, et dans tous les domaines, on a cette première partie. C'est important de comprendre ça parce que là, on va voir ensuite où l'IA va venir faire sa petite révolution, où l'IA, dans sa forme actuelle et même future, ne pourra pas faire
grand-chose où l'humain sera encore nécessaire. Donc, et puis, on a, donc après les basiques, on a ensuite les développements. Donc, une pratique ou une connaissance de développement, donc, où une fois j'apprends à lire un texte, je le déchiffre, donc ça y est, j'ai fini le basique, et puis ensuite je vais apprendre à lire des textes informatifs, un texte interrogatif, un texte littéraire, j'explique le point de vue de l'auteur, le style, etc. Bah là, ça y est, je suis plus dans les basiques, je sais lire et écrire, enfin je sais lire, mais là c'est du développement. La même chose, j'ai les idées de base en philo, ou en histoire, ou en géopolitique, je connais les 5 continents, euh, les bases de la géopolitique aujourd'hui. Après, le développement, c'est l'histoire, c'est comment ça arrivé, le contexte actuel. Bon, après, il y aura des développements qui permettent en tout cas un approfondissement. Un approfondissement, au lieu de... Donc, c'est le contraire, où la suite de l'initiation, c'est l'approfondissement. Approfondissement. Donc, une fois, donc, dans tous les enseignements, on a ça, que ce soit de la maternelle au supérieur, on a ça. Mais bien évidemment, il y a une dominance. Donc, les premières années, donc maternelle et primaire, et même un peu au collège, donc c'est des années qui sont donc caractérisées par la pratique. Donc là, je fais un schéma, donc qui sont caractérisées par la pratique et des connaissances d'initiation et de base. Et puis à partir du lycée et le supérieur, alors le lycée principalement, c'est vraiment du développement et de l'approfondissement. Et les premières années donc du lycée, du supérieur, en général, ça dépend des branches, c'est donc le lycée, on va faire plusieurs schémas, comme ça vous comprenez. Donc le lycée en général, c'est des années qui font du développement et de l'approfondissement. Mais dans le supérieur, on a souvent les 2 premières années. Donc le supérieur, on va le distinguer en 2 parties. Donc le supérieur inférieur et supérieur supérieur. Non, en fait, on va dire juste les supérieurs 1. Donc c'est vraiment les 1 ou 2, c'est la première et deuxième année. Et puis on a le supérieur 3 +, donc c'est la troisième année et plus. Alors le supérieur 1 et 2, souvent, donc c'est fait pour l'initiation, les basiques et l'initiation. Donc là on revient un peu comme pour le schéma du primaire et de la maternelle. Et puis le 3 et plus, on a le développement et l'approfondissement. Donc, une fois on comprend ça, on va comprendre où est-ce que l'IA va apporter énormément, où est-ce que l'IA, elle sera incapable d'apporter. Alors, quand il s'agit d'apprendre les basiques et d'être initié, euh, ça c'est important à ce que je sois bien initié et que j'ai correctement les bases. Parce que là, nous, on l'a appris, on coach tous les jours les élèves. On a souvent des élèves qui arrivent jusqu'au au collège et au lycée, ils n'ont pas les bases. Quand il n'y a pas les bases dans le processus d'apprentissage, c'est vraiment construire un bâtiment sans les fondements. Donc, quand il s'agit des bases, il faut vraiment s'assurer que les bases sont bien données. Alors, dans les bases, comme on a dit, soit c'est des basiques, donc là je reprends, soit c'est des basiques au niveau de la théorie, soit c'est des basiques au niveau de la pratique. Alors, si il s'agit des bases théoriques, et c'est là où beaucoup l'enseignement aujourd'hui des fois fait défaut, quand je vais donner des leçons de base à une 25, 20 ou 30 élèves, il y aura des élèves qui vont peut-être m'écouter, qui vont peut-être comprendre. Il y aura des élèves qui n'auront pas compris. Moi, je l'ai vécu, vous l'avez certainement vécu, dans certains cours de langue. Je me rappelle très bien, c'était en CO2. J'avais un prof qui expliquait mal les règles donc, de la langue de l'arabe. C'était l'année charnière, on avait toutes les théories sur la langue arabe. Ensuite, l'année d'après, c'était de la pratique. Et les années d'après, j'ai traîné ce manque de base. J'ai traîné ça pendant toute ma scolarité. Et vous avez tous vécu ou vu des cas où quand on traîne sur les bases théoriques d'une matière, et souvent ça prend quelques semaines des fois
Pour certaines matières, des fois, c'est une année de théorie pour les bases. Quand on rate cette partie-là, eh bien, on, on rate toutes ces années. Et le défaut de l'enseignement aujourd'hui, c'est qu'on donne ces connaissances théoriques à tout le monde à un moment donné, et pas tout le monde est prédisposé à recevoir ces connaissances théoriques. C'est là où la machine pourra faire très bien son travail. Donc, c'est là où l'IA peut très bien intervenir et de s'assurer à travers ces outils aujourd'hui de donner, redonner, expliquer, réexpliquer, surtout que les bases nécessitent beaucoup de patience et je ne peux pas une connaissance approfondie, si je la rate, c'est pas grave, je peux la revoir, etc. Mais si je rate les premières connaissances basiques sur une discipline ou un domaine, eh bien, je, ça y est, si des enfants avancent, ils ratent la prononciation, par exemple en français, on a tous raté ça, la prononciation de EN, AN, ON, et c'est pas notre langue maternelle, eh bien, on traînera ça toute notre vie. Et ça, quand la période d'enseignement de ces basiques-là, euh, euh, ça demande de la patience et pas tout le monde est prédisposé. Et si un enfant a des problèmes de santé, familiaux, de capacité cognitive, il ne prend pas ses bases à cette année-là. On le voit aujourd'hui avec l'enseignement maternel, que je considère être un enseignement catastrophique parce qu'on n'aurait pas dû enseigner les enfants de 3 à 6 ans. Mais bon, et, beaucoup d'enfants, rien qu'à cause d'une grippe, qui ratent quelques semaines de cours en venant, allant à l'école régulièrement et ils ne sont pas attentifs, donc ils ratent quelques bases. Et nous, quand on fait le coaching de ces enfants au primaire, on constate exactement les moments où ça a été raté. Donc les basiques ici, ce serait bien qu'une machine puisse les donner, mais comme c'est des basiques très importants, il faut que ce soit quand même supervisé par un humain. Donc, ça ne doit pas être validé par l'IA, ça doit être validé par un être humain. Donc, ici, le rôle de l'enseignant, ça serait de déléguer à l'intelligence artificielle, c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui, de déléguer l'enseignement des bases. Après, je vais donner un exemple où ça se fait très bien aujourd'hui. Et l'être humain va venir valider l'acquisition ou affiner l'acquisition de ces connaissances. Je donne un exemple très simple, ça arrive souvent chez nous au Maroc, on enseigne donc les langues maternelles. Beaucoup d'enfants apprennent le français à partir de YouTube ou l'anglais à partir de YouTube et même l'arabe classique à partir de YouTube. YouTube aujourd'hui, c'est un robot. YouTube, c'est un algorithme pas aussi fin et adapté, personnalisé que l'IA. Mais voilà, l'enfant, quand il scrolle, on lui laisse une télécommande. J'avais fait cette expérience avec mes enfants. En les laissant scroller, j'ai vu que c'était vraiment un excellent algorithme. En tout cas, il change beaucoup malheureusement, mais à un moment donné, c'était un excellent algorithme qui donc donnait des vidéos que les enfants comprenaient. Donc, quand ils ne comprenaient pas, ils zappaient. Donc, et j'ai vu des enfants apprendre l'anglais entièrement, mais vraiment entièrement, à partir donc de YouTube. Ça, maintenant, c'est un constat et tout le monde l'a vécu. Pour moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était phénoménal en 2019, quand j'ai vu le premier enfant pour moi, avoir appris l'anglais stricto sensu sur YouTube, alors que ses parents ne parlaient pas anglais, ils vivaient dans un pays non anglophone. Pour moi, c'était waouh. Après, j'ai revu ça, j'ai revu ça. Pour moi, maintenant, c'est devenu naturel. J'ai même vu des enfants qui ne parlent que anglais. Là, c'est un autre problème à cause de YouTube et qui font de la résistance pour d'autres langues. Mais parce que ce n'était pas dirigé. Et donc, du coup, on peut fournir aujourd'hui un algorithme ou une IA qui peut apprendre les bases, rien que l'alphabet. Donc, tout ce qu'on fait répéter toute la journée en maternelle, on répète et on répète et on répète, et ça fatigue un enseignant. Bah, dans ce cas-là, les basiques théoriques doivent être données, peuvent être données à répétition de manière très personnalisée par l'IA et que l'enseignant va valider leur acquisition. Je donne un exemple un peu loin dans le domaine de l'industrie. Dans les voitures, par exemple, j'avais vu ça dans un documentaire, après je ne sais pas si ça va être remplacé, mais dans les voitures, par exemple, on a des machines, des lasers qui s'occupent de la peinture et du lissage des voitures.
j'avais vu qu'en fait, ils avaient des personnes expérimentées qui, à la fin, devaient passer à la main pour vraiment vérifier si c'était vraiment lisse et qu'ils avaient dit que tous les lasers du monde et toute la technologie du monde ne pouvaient pas remplacer la finesse ou la sensibilité d'un être humain expérimenté qui faisait passer son doigt pour s'assurer que le travail a été bien fait par la machine. Là, c'est la même chose. On peut être là, accueillir les élèves après avoir donc été exposé à ces outils-là ou être exposé avec des profs en parallèle à ces outils-là et ils pourront les aider donc à donner cette théorie. Et puis, il restera la pratique. Là, la pratique, elle peut être effectuée uniquement par les enseignants et les enseignants, dans ce cas-là, peuvent s'occuper de la pratique. Mais cette fois-ci, l'enseignant, il ne sera pas remplacé par l'IA, ce n'est pas une activité à remplacer, mais peut être augmenté par l'IA. Comment? Eh bien, quand ces élèves, ils auront appris à parler la langue, donc je vais les accueillir, enfin, je schématise, hein, je fais de manière très brève, mais imaginons, ils ont vu une leçon sur YouTube, ils l'ont revue. Ils vont venir, donc ils vont me l'expliquer, on va converser. Je peux avoir une IA à côté de moi qui enregistre, qui évalue avec moi, mais dans ce cas-là, qui ne va pas s'adresser directement aux élèves, mais qui va s'adresser à moi en me disant, attention, cet élève fait cette erreur-là, cet élève aura besoin de renforcement ici, cet élève prononce mal ce mot-là, cet élève aura besoin de participer davantage ou cet élève doit repartir, revoir son cours. Donc là, je serai augmenté par l'IA et l'IA pourra m'aider à corriger donc, les exercices, les choses qui sont données en partie dans la partie initiation. Et donc, ça, c'est bien sûr dans les basiques. Dans les basiques, donc l'enseignant doit s'assurer donc des outils donnés et doit superviser aussi directement les outils donnés par l'IA. Donc, il doit piloter derrière l'IA, un peu comme dans une voiture autonome. Et là, on a des voitures autonomes et on a deux voitures autonomes aujourd'hui. On a des voitures stricto sensu autonomes. Donc là, ils sont en train de circuler dans certaines villes du monde. En avril 2026, peut-être le mois prochain, il y aura d'autres villes, donc je ne vais pas les mentionner, mais aux États-Unis, en tout cas, et en Chine, il y en a. Et puis, on a des voitures semi-autonomes, donc supervisées. Donc, elles sont autonomes, mais il y a un être humain qui peut prendre le contrôle à tout moment, soit à distance, soit sur place. Et on a des machines qui sont strictement donc mobilisées par des humains, mais cette fois-ci, un humain qui est loin, qui peut superviser ou conduire plusieurs voitures en même temps. Donc, la machine, c'est pas qu'elle nous remplace ou qu'on va la défier, c'est qu'on va l'utiliser de différentes façons. Et là, comme on a une voiture, des robots qui utilisent très bien, qui conduisent très bien et mieux que les êtres humains, bah, on a une machine qui enseigne mieux que l'être humain, elle enseigne et l'instruit, mais sur certains aspects, elle reste quelque chose qui doit être monitoré et contrôlé. Et sur certains aspects, on doit la laisser faire, euh, bien sûr, toujours avec des stations de contrôle. Et donc là, je vais avancer sur cette réflexion. Donc là, on a sur la partie théorique, donc au niveau des basiques, il faut que l'enseignant, lui, dicte à l'IA ce dont ont besoin les enfants comme base et l'IA va le donner et ensuite l'enseignant va venir et donc il va faire la pratique, chose que l'école fait aujourd'hui à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enseignant, quand il va enseigner un concept fondamental en initiation, il va prendre trois quarts du temps à l'expliquer. C'est pas sûr que tout le monde puisse comprendre. On va faire quelques exercices de pratique et puis il va nous donner des exercices à faire à la maison. Et comme on est en phase d'initiation, les enfants ont du mal à faire ces exercices à la maison. On a beaucoup d'interventions des parents et ça crée beaucoup de frustration en ce moment dans le monde entier. La bête noire des parents dans le monde entier aujourd'hui qui ont des enfants du primaire, voire même du collège, de la maternelle, dans le monde entier, hein, c'est les devoirs. Pourquoi? Parce qu'effectivement,
cette initiation prend beaucoup de temps en classe et nécessite de la pratique. Et c'est une pratique qui doit être extrêmement supervisée parce qu'on ne sait pas encore faire. Donc, si tu m'apprends un exercice pour la première fois, si je vais à la maison, même si c'est un exercice physique, je vais me tromper plusieurs fois et je vais me tromper de manière euh, très maladroite et je vais carrément oublier ce que tu m'as expliqué dans le cours. Et donc, c'est là où les parents peinent parce qu'ils se retrouvent à devoir réexpliquer la leçon, etc. Alors maintenant, si on inverse, si le devoir à la maison devient un devoir d'apprentissage. Donc, chez moi, je dois travailler avec une IA, un robot, donc le robot qui sera chez moi, donc ChatGPT, il va m'expliquer le cours. Donc, les 3 quarts d'heure que le prof va passer à m'expliquer en classe, eh bien, l'IA va me l'expliquer à la maison. Et donc, avec des systèmes aujourd'hui qui existent pour contrôler, etc. Et quand j'arrive le matin, bah, le prof, la première chose qu'il va faire, il va juste valider si j'ai bien compris avec l'aide de l'IA qui va ensuite lui dire qui n'a compris, qui n'a pas compris. Donc, on va combler les lacunes de compréhension de chaque élève. Du coup, la partie compréhension est faite. Et tout le reste de la séance en cours va être consacré à ces devoirs qu'on donnait jadis à la maison. Et donc là, on va sortir les exercices. Et donc, c'est là où le prof va faire pratiquer les élèves. Ils vont corriger. Et puis, on aura carrément des robots qui seront là en classe, qui supervisent avec moi. Vous savez, la tournée chez les élèves, etc. On aura même peut-être des robots. Enfin, l'IA aujourd'hui, elle est embarquée sur les lunettes. Donc, moi, avec mes lunettes en tant qu'enseignant, je regarde les différentes copies des élèves en tournant comme ça en classe et l'IA enregistre et tout de suite, il me donne, voilà, tel élève a bien corrigé, tel s'est trompé sur tel, tel. Et là, je fais monter les élèves au tableau avec l'IA qui me guide sur quel euh, point, quelle chose à améliorer chez chacun des élèves. Alors ça peut être le cas pour la maternelle et le primaire, comme ça peut être aussi le cas pour les enseignants, les enseignements donc, de supérieur, première et deuxième année. Donc, on aura donc une théorie qui doit être donnée comme travail à faire par l'IA. Donc, on aura une bibliothèque, par exemple, dans le supérieur, où les élèves ne pratiquent plus, mais ils apprennent avec des robots, donc des PC, des chatbots, ce qu'on veut avec des lunettes, donc qui apprennent toute la connaissance et qui viendraient donc en classe pour pouvoir valider l'acquisition de leurs connaissances en première partie et qui vont ensuite faire une pratique supervisée. La pratique initiale doit être de toute façon supervisée. On ne peut pas s'amuser à laisser donc cette pratique être supervisée uniquement par l'IA. Un être humain bien formé, qui connaît bien le métier, va avoir des nuances, va avoir une touche, il va, il va avoir parce que l'IA, son problème, en tout cas le LLM, son problème, et ce sera toujours son problème. Après, je ne sais pas ce qui va se passer si on arrive à l'intelligence générative ou quand on arrivera à ces modèles donc de l'IA qui sont en train d'être développés par d'autres laboratoires, donc une IA multimodale qui comprend le monde, donc qui a été lancée par Yann Lequin, le français. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour l'instant, l'IA telle qu'elle est, elle n'est pas créative. Il faut le comprendre. J'utilise l'IA toute la journée. Elle ne crée pas de nouvelles idées. Elle a vraiment absorbé, elle et le dioxyde. J'ai eu une discussion avec elle et elle m'a dit oui, je ne crée pas et en plus j'hallucine. Et je me trompe. Donc, quand il s'agit d'aller juste un peu plus au-delà donc de, de quelque chose d'habituel, de ce qu'elle connaît déjà, là, elle peut rien faire. C'est un peu comme un tableau Excel. Un tableau Excel, il vous fait tous les calculs, mais pour savoir qu'est-ce que vous allez dépenser aujourd'hui et ce que vous ne devez pas dépenser, des fois c'est un calcul logique, mais des fois c'est une intuition humaine. Voilà, en fait, l'idée c'est ça, c'est que l'IA, elle ne crée pas, elle n'a pas l'intuition. Ouais, il y a une intuition, un sentiment de se dire, ok, je laisse faire cet enfant, je laisse passer cette erreur, je laisse pas passer cette erreur,
je suis doublement exigeant avec l'un, pas avec l'autre, et je ne sais pas pourquoi, et je ne saurais jamais pouvoir l'expliquer. Il y a un sentiment, il y a quelque chose, il y a cette respiration profonde que je prends, et puis j'ai quelque chose en moi. Voilà. En fait, ça, on peut l'expliquer par un tas de théories, de l'inconscient, de l'âme, de la conscience, de la connexion avec d'autres dimensions. En tout cas, que ça existe. Et la machine, elle n'a pas cette possibilité parce que quand même, on a une conscience qui n'est pas siégée au cerveau, c'est tout un autre sujet. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser la partie pratique d'initiation être faite uniquement par l'IA, parce que l'IA, là, elle va se tromper à mort. Comme aujourd'hui, les lasers les plus fins du monde ne peuvent pas avoir l'intuition de se dire il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est un peu aussi, on avait vu ça aussi il y a chez les douaniers, par exemple, les polices de douane, et ça c'est très connu. euh, Malgré qu'on ait des caméras, du matériel pour tester et tout, on connaît ce phénomène. Il y a beaucoup de documentaires qui ont été faits là-dessus. Il y a des douaniers comme ça qui passent, ils voient une personne qui a l'air de rien, et il dit, toi, tu viens, on va te chercher, vous venez, on va vous fouiller, et souvent, ils ont juste, et j'avais vu plusieurs documentaires sur ce phénomène, je m'intéressais à un moment donné à l'intuition, et disait, je ne sais pas comment dire. Donc l'être humain reste quand même un robot assez... c'est pour ça l'IA, elle essaie de se rapprocher de l'être humain, mais pas encore. Mais peut-être avec les autres IA qui vont venir, peut-être on arrivera à ce niveau d'intuition assez fin. Mais là, en tant que prof dans l'initiation, il faut avoir l'intuition de savoir, même si l'IA me dit, ouais, elle a fait telle erreur, il faut la corriger. Moi, je vais dire non, c'est pas pour l'instant, laisse le faire encore. Il faut pas le corriger tout de suite. Je vais laisser passer ça. Ou l'IA va dire, ouais, mais ça, c'est une erreur simple. Et avec tel élève, je vais dire non, non, il a le potentiel, il peut faire mieux, je vais être beaucoup plus exigeant. euh, et il va falloir le faire de manière beaucoup plus parfaite ou des choses comme ça. Donc, c'est là où la supervision donc, de la pratique va être faite par l'enseignant et aidée par l'IA. Donc ça, c'est la partie basique et initiation, que ce soit au niveau de la maternelle et au niveau du primaire. Il ne faut plus qu'on perde beaucoup de temps, et au niveau donc du supérieur, première année, deuxième année. Il ne faut pas qu'on passe beaucoup de temps dans l'enseignement théorique et qu'on passe beaucoup de temps dans l'enseignement pratique en étant augmenté par l'IA, et que les devoirs deviennent des devoirs d'enseignement. On aura un épisode spécifique par rapport à ça. Et quand on arrive donc à la partie développement et approfondissement, donc là on est sur le lycée et on est aussi au niveau du supérieur troisième, quatrième année. Donc avec toutes les nuances que ça, hein, je ne peux pas rentrer dans toutes les disciplines, parce que dans certaines disciplines, 3 quatrième année, on a une initiation aussi pratique. Donc il y a beaucoup de nuances. Mais là, comme je parle de manière générale, je parle de l'école de manière générale, je donne l'idée de base, et après on pourra peut-être sur d'autres épisodes spécifier par rapport à chaque partie. Donc parler de chaque partie. Mais en tout cas, par rapport au développement et à l'approfondissement, ici le développement et l'approfondissement, donc si c'est un approfondissement et développement donc de la pratique, donc là, c'est largement euh, faisable aujourd'hui. Donc c'est la même logique, c'est largement faisable pour la machine, et ça se fait déjà depuis pas mal de temps dans pas mal de disciplines. Donc on a des pilotes aujourd'hui euh, qui travaillent donc des simulateurs. On a des médecins qui font des simulations, donc c'est la partie simulation. Mais pareil, donc cette partie simulation, elle va encore plus se développer, mais toujours avec une supervision donc de l'enseignant. Mais pareil, ici, l'enseignant, il sera augmenté par l'IA. Mais il ne passera pas beaucoup de temps à faire pratiquer. Et la façon, donc au lieu de juste regarder parce qu'en fait, comment ça se passe aujourd'hui? On met enfin, l'enseignant, il regarde en même temps l'élève apprendre en pleine simulation. Donc, dans ce cas-là, non. Et puis, l'enseignant, il passe beaucoup de temps à corriger les bases. Et quand on arrive à la finition, l'enseignant ou le formateur ou le professeur est gavé et saturé par
cette pratique, cette correction des bases, et puis on n'arrive pas à la finition. L'idée ici, c'est que la pratique de base doit être faite uniquement par l'IA, et puis la pratique de développement, donc là où on aura la finition, on va avoir donc un enseignant qui va donc superviser cette partie-là. C'est-à-dire qu'on pourrait bien voir, pas sur des humains, mais genre un chirurgien qui va pratiquer sur un mannequin, et on aura un robot avec une caméra qui va analyser ses gestes de base. Donc il va corriger pas mal de ses gestes, comme on aura aussi un robot qui va corriger un pilote ou un pâtissier sur ses premiers gestes de base. Donc il va le valider sur le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Il y a, et ici, on n'a pas besoin d'intuition, ça va être du corriger. Attention, tu as fait ça, tu fais ça, recorrige ça. Donc, les premières bases, que ce soit aussi dans la musique, dans beaucoup de métiers de pratique. Une fois je valide le premier niveau, deuxième, troisième, quatrième ou X niveau avec l'IA par la pratique, là, je serai face à un humain qui aura une finesse, une exigence d'un autre niveau où là, il va plus être submergé, saturé par les corrections de base, mais là, il va aller vraiment dans la finition du geste, dans la finition de la pratique, dans la finition du texte, dans la finition de ce qui va être corrigé. Là, on aura vraiment un enseignement pratique de très grande qualité et on aura des professionnels dans tous les domaines qui vont, à la sortie de leur formation, de leur stage, être déjà à un niveau donc de finition on a normalement après 10 ans. Et souvent, ce travail de finition, il est fait par les professionnels. Et c'est dommage, aujourd'hui, on apprend 3, 4, 6, 8, 10 ans après le bac. Et quand on arrive à la vie pratique, on nous dit, vous oubliez tout ce que vous avez vu à l'école. Ici, c'est un autre monde et on reprend notre formation. Il faut encore 10 ans de pratique avec des professionnels donc, qui vont aller dans la finition des choses. Là, on aura gagné ces 10 années parce que l'IA, elle fera ce premier travail. Et donc là, les enseignants, on va exiger d'eux qu'ils soient au top niveau. On aura des professionnels qui peut-être vont faire ce travail aussi de correction parce que la qualité de l'intervention de l'enseignant ici doit être vraiment supérieure à ce que l'IA va fournir. Donc l'IA va me corriger toutes les bases de la pratique et puis il restera que la finition finale par un enseignant. Et la même chose pour l'approfondissement des connaissances. Donc pareil, ici, toute l'histoire, enfin, je me rappelle, on a passé, moi je suis biologiste de formation, et d'ailleurs j'allais plus dans ces cours-là parce que je trouvais ça juste, même au Maroc, après je suis allé en France et c'était la même chose. Donc, on passait des heures et des heures à copier ce que dictait le professeur. Donc tous les cours d'amphithéâtre étaient faits dans ce sens. En tout cas, les matières comme biologie, etc., l'approfondissement était dans ce cas-là. Et quand il s'agissait de comprendre, d'expliquer, d'aller dans la nuance ou d'aller dans des choses très approfondies, bah, il n'y avait plus le temps et puis on était fatigué et puis l'enseignant aussi parlait, il nous endormissait et donc on a une qualité d'enseignement qui était vraiment, qui faisait perdre beaucoup de temps. Donc on passait des années comme ça à l'amphithéâtre. Donc dans le supérieur, je pense qu'on doit supprimer les amphithéâtres. On doit avoir des universités où on a des salles équipées par des robots, où donc j'y vais, je passe mes cours, j'apprends avec des systèmes donc, de supervision par les profs qui supervisent les cours que j'ai suivis, etc. Je valide mes connaissances théoriques et on n'aura que des classes de travaux dirigés et que des classes de travaux pratiques et il n'y aura plus d'amphithéâtre. Parce que l'amphithéâtre, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui peut être remplacé par l'IA. Et on n'a que des salles de TD et de TP. On a des petits groupes où on n'a que des personnes, des élèves, des étudiants prêts, validés, ayant déjà peut-être fait des exercices que le prof va faire en compagnie avec l'IA. Et c'est l'IA qui va me donner l'accès à des travaux dirigés. Une fois j'ai atteint certains critères,
que l'IA ne peut plus faire avancer avec moi, où là, il y aura un besoin d'un humain qui va aller dans la finition, qui va vouloir discuter avec moi, qui va vouloir voir des choses, euh, des choses nuancées, qui va être très créatif dans sa façon de m'évaluer, de discuter avec moi. Et donc, on n'aura que la crème en termes de... Donc, la pâte, elle sera faite, elle sera faite par l'IA, et là, on n'aura que de la crème. Ce qu'on a souvent, mais à la cinquième année, donc, je me rappelle quand je suis arrivé donc à mon 2A à l'époque, c'était master de recherche. C'est là où on avait la crème de la crème au niveau des recherches externes. C'était très frustrant parce qu'ils nous disaient beaucoup de choses qui étaient en contradiction avec ce nous avions appris. Et je me rappelle, il y avait beaucoup de résistance. On nous avait fait à l'Institut Pasteur à l'époque une série de séminaires. C'était fabuleux parce que c'était que des chercheurs. Mais là, on passait beaucoup de temps à débattre avec eux au lieu de juste de développer avec eux les concepts parce que pour eux, on leur disait, mais on ne nous avait pas dit ça, c'était pas comme ça, etc. Et donc, ils passaient beaucoup de temps à nous déprogrammer. Et du coup, la journée est passée et on avait des experts qui venaient et c'était dommage parce que ces experts auraient pu être les enseignants d'aujourd'hui et puis les enseignants vont avoir beaucoup de temps à faire de la recherche. On n'aura plus un enseignant qui fera que de l'enseignement. Et peut-être que le métier d'enseignement sera plus un métier à plein temps. Ce sera peut-être un métier à temps partiel. Et peut-être que les enseignants de demain dans le supérieur et dans le métier, ça va être des professionnels qui décident de consacrer quelques heures à l'enseignement. Et on n'aura plus ces enseignants qui passent toutes leurs années dans le milieu académique, à part s'ils font de la recherche, mais qui enseignent, qui sont complètement déconnectés avec la réalité et le monde professionnel. Et on n'aura plus ces pertes d'années de frustration où quand on arrive avec son master, son bachelor, etc., et que dans le milieu professionnel, on se retrouve bête, nul, et on ne sait rien faire, et les entreprises perdent beaucoup d'argent et beaucoup de temps à reformer, à reformater sur 3 4 ans, et tout le monde le sait, il faut 5 années aujourd'hui dans le milieu professionnel pour être prêt. Pourquoi on met autant de temps? On peut être prêt à la sortie si on avait ces professionnels qui venaient à l'école et qui trouvaient des élèves formés par l'IA, validés par l'IA, en grande partie l'IA pilotée par quelques enseignants qui seraient des facilitateurs, mais la validation finale, ce sera fait par des humains, parce que les humains ils seront sur le terrain, que l'IA n'aura pas encore rattrapé, qui seraient aussi augmentés par l'IA, mais qui auront toujours leur touche humaine finale et qui vont venir à l'école enseigner cette dernière touche humaine. Et du coup, on aura l'enseignement qui sera et qui va devenir certainement plus efficace, mais refait différemment, où l'IA assure les prémices et la théorie de base, donc on le rappelle, où l'enseignant valide la théorie de base, et ensuite l'enseignant vient faire la finition de la pratique, mais qui soit augmentée par l'IA. Donc effectivement, ces professionnels qui vont venir dans une salle de TD seront équipés de ces lunettes, qui ne vont pas perdre beaucoup de temps à corriger des copies, à préparer un cours, etc. Il va venir son entreprise, il va venir, il va juste avec ses lunettes voir tous les exercices, ce qui a été fait. Il va travailler avec les élèves et l'IA lui fera gagner beaucoup de temps et lui, il sera donc là que sur la finition. Je ne pense pas que c'est une vision utopique. On est dedans. En partie, il y a déjà l'IA. YouTube aujourd'hui, c'est une IA parce que en partie, c'est un algorithme et là, elle est en train de devenir une IA. Les outils d'apprentissage utilisés par les élèves, c'est le cas. Mais aujourd'hui, le système, il est complètement euh, euh, pas préparé à l'IA parce qu'on est en train de se mettre en guerre et de valider ou pas valider les thèses, est-ce qu'elles sont faites par l'IA ou pas. Bien sûr qu'ils sont faites par l'IA et bien sûr que les élèves vont utiliser l'IA. Et ce serait, aujourd'hui, ça serait bête qu'un élève n'utilise pas l'IA. Il est juste, qu'est-ce qu'on voudrait dire? T'as calculé, tu l'utilises pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, il faut qu'on soit prêt donc à cette, à cette nouvelle école qui sera donc faite différemment. L'objectif ici, c'est de se dire, soyons réalistes
et soyons efficaces. Soyons juste réalistes et soyons efficaces. Par exemple, le lycée aujourd'hui est peut-être en grande partie enseigné par l'IA. Donc le lycée, c'est vraiment la partie. Donc toutes les parties, on a vu que ça peut être augmenté. Donc les enseignants sont aidés en amont par l'IA, ensuite ils sont augmentés par l'IA. Si on vient au lycée, on va consacrer en fin de compte chaque épisode à chaque partie. Là, le lycée, il peut carrément être fait par l'IA parce que c'est une partie d'approfondissement et de développement où on n'a pas d'exigence à la fin au niveau pratique et c'est pour la plupart du temps assez théorique. Bien sûr, pour les disciplines de maths et de physique, il y a de la pratique, mais c'est d'une pratique de développement et d'approfondissement où il n'y a pas d'enjeu. Si l'élève pratique mal, ça peut être corrigé. Si je pense, à part si on revoit cette partie du lycée, et peut-être qu'on commence la professionnalisation des élèves, et je suis pour ce point, à ce qu'on commence un peu comme ce qui se fait en Allemagne, à ce qu'on commence la professionnalisation de l'enseignement dès la fin, dès le brevet, c'est-à-dire dès la première année du lycée. Parce que le lycée, c'est là où on a beaucoup de casse en termes de l'enseignement. Beaucoup d'élèves qui sont épanouis, heureux et contents d'être là parce qu'ils sont faits pour cet apprentissage théorique approfondi et un peu pratique. Donc, ils sont matheux, linguistes. Ils ont les deux intelligences logico-mathématiques et linguistiques très développées. Ça, on le constate dans le coaching. Et puis, on a beaucoup qui ne sont pas du tout faits pour ce lycée, qu'ils soient scientifiques ou littéraires, qui sont faits pour des métiers pratico-pratiques et qui deviennent donc, qui sont largués et qui sont complètement. Donc, on a, à part toutes les réformes qui ont été faites ces 10 dernières années, mais la réalité au bac, c'est 50% de réussite. Alors, on arrive à 70, 80 en faisant une deuxième, un rattrapage, en ayant fait beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est que il n'y a que 50, voire 40% qui obtiennent le bac et encore avec quelle note et avec quel niveau. Du coup, que deviendra l'enseignant? Alors pour nous, à Learning Coach, on pense que l'enseignant, dans ce cas-là, il n'est plus enseignant, il est tout simplement un coach d'apprentissage. Alors un coach d'apprentissage, on va y consacrer aussi un épisode. Donc c'est quelqu'un qui avance. Un coach, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a pour but de faire évoluer une personne vers un objectif, comme un coach sportif. Donc un coach sportif, il a des objectifs sportifs, gagner un championnat, atteindre telle performance, être capable de. Donc ça, c'est la mentalité coach. Eh bien, le coach sportif, il sait que c'est pas lui seul de faire tout ça. Il y a des outils, il y a des entraînements, il y a le joueur qui est au centre de tout ce travail, mais c'est pas au coach sportif de venir faire bouger les mains, les bras, etc. Il supervise la pratique de telle personne. Des fois, le coach sportif, il a même un coach d'entraînement, un coach de mise de nutrition, un coach de mise en condition physique, etc. Donc là, il y a une équipe autour de lui qui s'occupe de la partie technico-technique de son travail. Lui, il reste sur le mental et sur la supervision des performances et la finition finale quand ça bloque quelque part. Eh bien, un coach d'apprentissage, c'est la même chose. Là, il sera donc aidé, là, son équipe, donc son coach technique, ça va être l'IA. Donc, il sera aidé par l'IA comme son entraîneur technique, son enseignant technique. Et il va avoir toujours, lui, des objectifs à atteindre qui sont très précis et clairs. Il va superviser l'apprentissage de l'élève ou de l'étudiant à travers les outils de l'IA et lui, il va venir corriger parce qu'à partir de tout ça, aujourd'hui, c'est quoi le problème des élèves? Aujourd'hui, le problème des élèves, c'est quand ils sont démotivés, quand ils ont un problème, quand ils manquent de compétences cognitives. Et au sein de Learning Coach, on forme aujourd'hui des neurocoachs, donc qui sont des coachs d'apprentissage spécialisés dans le neurocoaching. Et d'ailleurs, on propose ce parcours à tous nos coachs d'apprentissage pour apprendre les 8 fonctions cognitives qui sont constituées de plusieurs compétences cognitives, que quand on manque d'une compétence cognitive, eh bien, on aura beau avoir tous les enseignants, toutes les IA du monde, ça passe pas. Quand on a un problème émotionnel, ça passe pas. Quand on a un problème d'organisation,
d'exécution, d'attention avec ces différents types de formes d'attention, donc la concentration, les différents types de mémorisation, bah, le coach d'apprentissage, il sera plus attentif à ça que attentif, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu me regardes le tableau? Est-ce que tu as les mains croisées? Pourquoi tu parles à ton camarade? Pourquoi tu as les mains croisées? Enlève ta casquette, etc. Là, l'enseignement se résume en grande partie à ça. Pourquoi tu bavardes? Pourquoi tu regardes à droite, à gauche? L'enseignant aujourd'hui, il est plus un policier de la classe. Euh, L'environnement est très négatif, très aigri, à part pour certains profs qui font beaucoup d'efforts pour devenir des clowns et pour attirer l'attention des élèves, malheureusement. Euh, qui était de l'animation à une époque, mais ce n'est plus le cas parce que les élèves sont exposés à des tas de formes d'animation sur YouTube. Ils comparent ça avec leur enseignant, ce qui est très dégradant pour l'enseignant en fin de compte. Et puis, donc, on aura ici plutôt un coach d'apprentissage qui, lui, va responsabiliser, autonomiser. Donc, ça va être toujours le cadre, ça va être l'autonomie. Donc, autonomiser l'élève, c'est ça d'ailleurs, quand on enseigne le coaching à nos coachs d'apprentissage, on leur enseigne donc comment, un des fondamentaux du coaching, c'est l'autonomie. Donc, à donner de l'autonomie, ce qui résume aussi la responsabilité, etc. Le succès, donc le coach, il est toujours orienté succès, il n'y a jamais d'échec dans le coaching, il n'y a toujours que du succès, et puis qui va régler les petits problèmes liés à l'apprentissage de l'apprenant. Donc là, on n'est plus sur une vision de l'élève ou de l'étudiant, on est sur une vision d'un apprenant apprenti. Donc là, vous regardez pas. Donc on est face à l'autonomie et au succès. Donc on est face à un apprenant qu'on doit autonomiser et lui donner des succès à à tous les étages. Et puis l'IA va se charger de cette partie entraînement, technique, formation, donc enseignement à répétition. Et l'IA, elle ne se fatigue pas, elle n'a pas d'émotion, elle s'adapte aux intelligences, etc. On va parler de toutes les forces de l'IA donc, dans un autre épisode. Si vous êtes intéressé par une formation pour devenir coach d'apprentissage et de découvrir tout notre parcours, on vous forme à devenir d'abord coach de vie, ensuite coach d'apprentissage avec nos différentes spécialités, notamment neurocoach, coach scolaire, coach universitaire, coach parental, et utiliser cela soit en tant que métier en dehors de l'école ou au sein de votre classe en étant un enseignant coach. Donc, vous pouvez aller en bas de cette vidéo si vous êtes sur YouTube et consulter le lien qui correspond à votre pays. On a le parcours qui est ouvert sur plusieurs pays donc francophones et vous initier à ce parcours de formation. Et je vous dis à très bientôt avec un autre épisode.